Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous êtes à l'émission La Revue de Presse Grand Format pour le décryptage de l'actualité nationale et internationale de cette semaine. Nos invités de ce soir sont Ambroise Thietier, il est journaliste et analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Khalid. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Le deuxième invité, c'est Sylvain Debailly, journaliste au site connexioниvoirienne.net. Monsieur Debailly, bonsoir. Bonsoir, jeune frère Khalil. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. 4 sujets vont nous intéresser dans cette émission. La cherté de la vie en Côte d'Ivoire en ce moment, la position du président ivoirien Alassane Ouattara face à la présidentielle de 2025 lors de son interview avec RFI et France 24, le départ de la force Barkhane du Mali ainsi que la guerre en Ukraine. Quelles conséquences pour l'Afrique? Tout ceci à travers nos rubriques que sont le rétro, Focus Média africain, les deux précédés de la synthèse de la semaine. Le sujet de la cherté de la vie alimente les discussions depuis quelques jours en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien Alassane Ouattara, de retour de Bruxelles en Belgique, s'est prononcé sur la question. Il a donné les raisons qui justifient la hausse des prix sur le marché. On l'écoute et puis on revient pour le décryptage. C'est un phénomène malheureusement mondial. Et si on prend le taux d'inflation en Côte d'Ivoire, évidemment le taux d'inflation générale est faible. Le problème de la vie chère résulte d'une déficience de l'offre. Je crois qu'il y a eu un peu de sécheresse ici et là. Donc les productions vivrières ont un peu baissé. En matière de protéines, vous savez également que les problèmes avec certains pays voisins ont ralenti donc l'acheminement du bétail. Mais nous avons, avec le Premier ministre, décidé que les ministres aillent au marché, aillent sur le terrain, et que nous puissions avoir également une réunion avec les consommateurs, le groupement des consommateurs, pour essayer de prendre des mesures pour essayer de contenir ces augmentations. C'était ce mardi 22 février 2022, lors de son arrivée à Abidjan, après avoir été à Bruxelles, en Belgique. Le président Alassane Ouattara parle de la cherté de la vie, il parle de phénomène mondial, déficience de l'offre, sécheresse. Votre commentaire? Je partage totalement son analyse. C'est un phénomène mondial, on l'a vu. Mais moi, j'ajouterais que c'est aussi lié à la crise sanitaire du Covid. La crise sanitaire qui a impacté tous les secteurs d'activité. Et cela a fait que, naturellement, l'offre s'est rétrécie au niveau de certains produits. Maintenant, quant aux productions agricoles, c'est évident que il n'a pas plu beaucoup. Il n'a pas plu beaucoup. On se rappelle, il n'y a pas très longtemps, on avait des problèmes avec l'électricité qui était interrompue à tout bout de champ. Et ça aussi, c'était une conséquence de la sécheresse. Donc, mis l'un dans l'autre, je crois que la sécheresse, elle y a pour beaucoup. Elle y a pour beaucoup. Et quand les terres cultivables ne sont pas suffisamment arrosées, il est évident que les produits ne peuvent pas donner. Donc, il n'y a pas de magie à ce niveau. Quand la production n'est pas abondante, évidemment, l'offre va se raréfier et le mécanisme du marché aidant, plus les produits sont rares, plus ils sont chers. Donc, c'est un phénomène qui peut s'expliquer aisément. Ça n'a rien à voir avec l'incapacité ou bien l'incurie d'un gouvernement, comme je l'entends de plus en plus. On veut mettre la faute sur le gouvernement. C'est vrai, le gouvernement a des efforts à faire pour agir sur les prix. C'est vrai qu'on est dans un système de marché, mais il est évident que quand la situation est exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Voilà, donc on pourrait exceptionnellement prendre des mesures pour agir sur les prix, certains prix de grande consommation, pour alléger la charge des ménages. D'accord. Sylvain Debailly, c'est comme cela que vous justifiez aussi cette cherté de la vie? Oh bon, est-ce que c'est comme ça que je justifie? Je crois que quand on se réfère au discours du chef de l'État, bon, je me dis que c'est lui l'autorité suprême. Il est donc, à mon sens, bien placé pour savoir ce qui se passe. Il met cela
cette augmentation exagérée des prix sur le compte de ce qui se passe au niveau mondial. Bon, il a peut-être ses raisons, mais naturellement, je me dis que pour analyser cette question-là, il faut être plus proche des réalités. Il faut Vous voulez dire que le président Ouattara n'est pas plus proche des réalités? Non, c'est ce que vous voulez dire? Je ne dis pas qu'il n'est pas proche des réalités. Il est le chef de l'État. Peut-être lui, il a des leviers sur lesquels qu'il actionne, même s'il ne va pas régulièrement marcher. Mais quand je dis qu'il faut être plus proche des réalités, c'est-à-dire qu'il faut aller là où le phénomène est observable, c'est-à-dire sur les marchés. Mais il y a des ministres qui sont partis oui, sur le marché. Le ministre du Commerce y était avec quelques ministres. Malheureusement, c'est seulement maintenant que nos ministres, nos gouvernants se souviennent qu'il faut maintenant aller vérifier sur le marché, si les prix ont augmenté, comme si ils n'entendaient pas, ils ne voyaient pas toutes ces récriminations qui s'élèvent depuis un bon moment. Voilà, c'est ce que j'appelle être proche des réalités. Depuis un moment, on sait tous que les prix des biens de grande consommation, ce qu'on appelle les biens de première nécessité, les prix là ont connu une évolution assez drastique. Voilà. L'huile, que ce soit le savon, que ce soit même le riz, qui est un bien de grande consommation, que ce soit les légumes sur le marché, il y a aujourd'hui une flambée qui est sans précédent et c'est cela que les gens décrient. Ce que l'on appelle l'inflation, c'est une réalité économique avec laquelle il faut gouverner, avec laquelle il faut compter. C'est évident que d'une période à une autre, les prix peuvent toujours augmenter, mais ici, ce qui est frappant, c'est la proportion dans laquelle ces prix-là augmentent. On a une augmentation qui est exagérée, qui, ma foi, pour beaucoup, ne s'explique pas. Le président a parlé de déficience de l'offre. Et quand je dis aussi qu'il faut être proche des réalités, ça veut dire que sur nos marchés, moi j'y vais souvent, donc je sais ce qui se passe. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une abondance d'une denrée comme l'oignon. Donc l'oignon est relativement moins cher. Il y a même la tomate aussi. Il y a la tomate. La tomate est moins chère en ce moment. Il y a du riz. Le riz ne manque pas. Mais on se demande qu'est-ce qui explique ces augmentations. Je crois qu'on y reviendra. Mais il faut plutôt situer le problème ailleurs. Puisque la question que vous posez, c'est où se situe le problème. C'est ça. Voilà. C'est ça. Il estime que les gouvernants ne sont pas proches des réalités. Mais ça, je ne peux pas lui arracher son opinion, c'est son opinion. Mais cependant, je peux lui accorder que le fait que les ministres attendent que le président, qui était en déplacement, arrive d'abord avant d'aller sur le marché pour constater des visus et in situ les réalités, moi ça me gêne. Franchement, pour ne pas le cacher, ça me gêne. Hein. C'est comme si eux-mêmes ne voyaient pas, comme il a dit, comme ils n'entendaient pas, comme s'ils n'entendaient pas, comme s'ils ne voyaient pas ce qui se passe. C'est leur devoir d'être proche des populations, hein, d'entendre les murmures du peuple, d'entendre les cris du peuple. Hein, même si le président n'est pas là, s'il est absent pour quelques jours, hein, il ne doit pas attendre qu'il arrive d'abord avant d'aller. Il y a une certaine théâtralisation, hein, qui enlève tout impact même à l'action. Tout à fait. Hein, et ça, il faut le souligner, il faut le déplorer. Hein. Et quand tu vois les ministres qui se suivent à la queue, ça manque d'efficacité. Hein, c'est ça, il faut dire. Hein. Ça manque d'efficacité, ça fait rire. Hein. À la limite, c'est théâtral. Quand c'est théâtral, ça manque d'efficacité. Hein. Moi, j'aurais aimé que les ministres même aillent en tombant la chemise, la cravate, aller en bras de chemise, aller au contact des femmes. Mais qu'est-ce qui se passe, madame? Et puis, les produits sont aussi chers. Les femmes, elles sont comme il a dit, elles sont proches de la terre. C'est elles qui savent pourquoi. Il faut leur demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas de honte à demander à celui qui sait, même s'il est plus petit. Madame, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour que les choses reviennent à la normale? Un ministre, tout ministre qu'il est, c'est un homme. Donc il peut avoir des défaillances. Il peut avoir des manques. Il peut demander ça à la vendeuse, à la pauvre vendeuse. Mais madame, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour ramener les choses à la normale? Les gens pleurent, machin, voilà. Elle peut donner sa petite solution et qui peut maintenant implémenter à son niveau, puisqu'il a plus de moyens. La question qu'on se pose,
où se trouve le problème? Mais le problème, moi, je suis bien en peine de situer vraiment le problème. Comme, moi, je partage l'avis du président qui parle de la déficience de l'offre qui est due à la sécheresse qu'on a connue, parce que quand je constate que la flambée, elle concerne les produits alimentaires. Elle concerne les produits alimentaires. Tout à l'heure, il n'a pas noté le riz. Moi, je suis un grand consommateur de riz. C'est moi-même qui vais acheter mon sac de riz quand ça finit. Mais avec le boutiquier, je constate qu'il y a une hausse. Je lui ai dit, même la dernière fois, quand je suis allé chercher le dernier sac de riz, mais attends, mais ça a augmenté. Il dit, c'est pas ma faute. Tu vois. C'est la faute à qui alors? Voilà. Mais c'est les grossistes. Nous, on a affaire aux détaillants. Il faut certainement poser la question aux grossistes. Ce qui les boutiquiers vont s'approvisionner pour qu'on leur achète la marchandise. Donc je crois que comme c'est un phénomène mondial dont il faut chercher et les origines et les solutions pour mettre les populations à l'aise. Sinon il y a un souci. Phénomène mondial certes, mais est-ce que le gouvernement n'a pas sa part de responsabilité dans cette histoire? Bien entendu. Je crois que ce qui se passe, comme vous posez la question où se situe le problème, je crois pour ma part que c'est un ensemble de facteurs combinés qui aboutit à ce que nous constatons aujourd'hui sur le marché et qui se ressent. Habituellement, il peut y avoir de l'inflation, il peut y avoir des augmentations de prix, mais dans une fourchette qui, ma foi, ne fait pas que, qui n'est pas ressenti. Quand un produit augmente de 10 francs, de 25 francs, bon, ça peut se comprendre. Mais ici, les augmentations sont exagérées. C'est ça qui attire souvent l'attention même des populations et des consommateurs. Alors, je parlais d'un ensemble de facteurs combinés qui finissent par aboutir à ce que nous constatons. Le président a parlé d'un phénomène mondial. Oui, il y a ce phénomène mondial qu'il ne faut pas négliger, bien entendu, dans l'analyse, parce que nous sommes dans une économie qui est un peu dépendante aussi de l'extérieur, puisque bon, c'est la Côte d'Ivoire, on a les frontières qui sont ouvertes, on commerce avec d'autres États. Et la plupart des intrants que nous avons ici, qui rentrent dans la composition de nos produits industriels, sont importés. Donc, on peut le comprendre. On peut comprendre que si le clinker, par exemple, ce qui concerne la fabrication du ciment, si le clinker a connu une hausse sur le marché international, il est évident que ceux qui fabriquent le ciment répercutent cela sur le prix. Si les bouillons de Q-Magie, qu'on appelle Q-Magie et autres, si ces bouillons-là, les intrants qui entrent dans la composition de ces bouillons-là augmentent sur le marché international, c'est évident qu'on puisse répercuter cela sur le prix. Mais ce qu'il faut faire quand on a un gouvernement, notre gouvernement manque souvent, il pêche souvent dans l'anticipation. Alors, donc, vous estimez que le gouvernement ne fait pas suffisamment assez pour lutter contre... Parce que quand on a un gouvernement comme celui-là, il y a ce qu'on appelle la Covid qui, selon les économistes, est ce qu'on appelle une conjoncture. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui arrive subitement et qui est peut-être limité dans le temps. Alors, comment il fallait anticiper? Oui, on sait que la Covid, par exemple, c'est un phénomène conjoncturel. Donc, normalement, quand on voit les effets de cette pandémie-là, on voit bien que si on arrive à la fin de ce phénomène, de cette pandémie, il va avoir des répercussions économiques, voire même financières. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant cette pandémie? Pour gérer les effets de cette pandémie-là, pour gérer même la maladie en tant que telle, on a dû cesser de travailler. Des usines ont fermé, des emplois sont perdus. Il y a eu la raréfaction même de l'offre sur certains marchés. Pour certains produits, on a carrément arrêté, même l'économie a arrêté de tourner. Donc quand on sort d'une telle situation, évidemment, il va avoir un effet accélérateur, l'économie va avoir tendance à reprendre. Donc là où il y avait un manque, il faut faire attention. Là, la demande peut s'accroître subitement. Donc c'est des choses qu'il faut anticiper. On ne peut pas certainement anticiper, on ne sait pas dans quelle proportion tout cela va se dérouler, mais au moins on peut se dire que quand on va sortir de cette situation, voici ce qui va se passer, alors faisons attention, faisons ci, faisons ça. Le gouvernement aurait dû, par exemple, actionner, il y a quand même dans cette gestion-là,
il y a ce qui revient au gouvernement de faire. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on sort d'une pandémie qui a fait beaucoup de galères ici et là, est-ce qu'on peut se permettre de faire des augmentations avec la net fiscale comme on l'a vu? Mais c'est normal. Là où vous augmentez les prix, les commerçants ont toujours tendance à répercuter cela sur le produit final. D'accord. C'est évident. Problème d'anticipation, c'est ce que vous voyez aussi? Oui, il appartient à tout gouvernement d'anticiper toujours. Ça, c'est un phénomène qui est normal. Voilà. Un gouvernement doit pouvoir, on dit généralement, gouverner, c'est prévoir. Voilà. Donc, ça, prévoir, c'est anticiper. Voilà. Donc, quand il dit ça, c'est clair que il s'agit d'un manque d'anticipation. Comme il a dit, on sort d'une crise sanitaire. Donc, comme je l'ai dit précédemment, tous les secteurs d'activité ont été impactés. Il y a eu des cessations d'activité, il y a eu des rétrécissements, il y a eu suspension, il y a eu tout. Il y a eu tout. C'était un impact vraiment dévastateur. Donc, quand on sort d'une situation comme ça, on doit se dire qu'il y aura un problème après sur tel marché. Donc, on va voir comment on peut faire pour amoindrir les conséquences, parce que forcément, il va y en avoir. D'accord. Voilà. Alors, je voudrais qu'on puisse commenter ces propos d'un homme politique, Jean Bonnet, qui estime que l'actuel gouvernement fait mieux que les précédents en matière de recherche de solutions face à ce problème. Oui, Jean Bonnet, je le connais un peu. Lui et moi, on est sur certaines plateformes. C'est un juriste. Il était précédemment le communicateur du président du FPI. S'il le dit, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Il connaît bien la Côte d'Ivoire, pour y avoir vécu pendant longtemps, pour y être né, je pense, je présume. Voilà. Donc, s'il dit ça, moi, comme on dit couramment, je suis qui, moi, pour lui apporter la contradiction sur ce point-là. Vous avez dit ce qu'il dit? Oui, mais moi j'estime aussi que ce gouvernement-là, il fait mieux que les précédents. Il fait mieux que les précédents. Ça, il faut savoir par rapport à quoi. Par rapport à quoi? Sur quoi? Parce qu'il n'y a pas eu de Covid avec les gouvernements précédents. Hein? Donc, quand il dit il fait mieux, je trouve que c'est une analyse un peu trop généraliste, qui ne cible rien, et comme c'est une analyse, si je puis me permettre le mot, c'est un peu gratuit. Hein? C'est un peu gratuit. Et voilà, ça fait mieux globalement, ils font mieux globalement, ou bien ils font mieux dans tel secteur, il faut mieux peut-être du côté de l'école, il faut mieux du côté de la santé, il faut mieux. Mais un gouvernement, c'est un ensemble. Alors, pour ce cas précis, il parle de la cherté de la vie. Voilà. Pour la cherté de la vie, il estime que le gouvernement actuel fait mieux que les précédents. Bon, je n'ai pas les données des précédents gouvernements, mais quand il dit ça, je lui laisse l'entière responsabilité de ses propos. Hein? D'accord. Je lui laisse l'entière responsabilité de ses propos, parce que moi c'est vrai, je suis un analyste politique, mais je n'ai pas la science infuse. C'est vrai, je n'ai pas tous les chiffres, je n'ai pas toutes les données comme lui pour me hasarder à émettre un tel jugement de valeur. Voilà, donc je lui laisse l'entière responsabilité de ce qu'il dit. Voilà, d'accord, c'est bien compris. Alors, Debaye, comment gérer cette situation? Les solutions, c'est quoi? Oui, mais avant d'y arriver... je sais que vous voulez commenter les propos de Jean Bonnet, allez-y rapidement. Non, Jean Bonnet n'est pas pour moi un référent, il n'est pas pour moi un référent, c'est un analyste qui a ses sujets, mais quand il dit que ce gouvernement fait mieux, bon, heureusement qu'il ne dit pas que c'est le régime, bon, parce que les précédents gouvernements, ce sont aussi le gouvernement, il y a eu le gouvernement Oussou, il y a eu le gouvernement Dinka, donc on veut bien savoir de quel gouvernement... Non, je pense bien qu'il veut parler du régime Ouattara. Il veut parler du régime, certainement. Il veut parler du régime Ouattara, certainement. Bon, peut-être qu'on ne va pas lui prêter des mots, mais je me dis qu'il faut souvent faire attention dans les analyses que nous faisons, parce que en tant qu'analyste, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, donc il faut être conséquent. Voudrait-il faire référence aux différents gouvernements Gbagbo aussi? Je dis que, quelque part, Jean Bonnet a partagé quand même la gestion de Laurent Gbagbo, ou bien des gouvernements passés sous son régime. Donc, dire que ces gouvernements font mieux, bon, je conviens avec Ambroise pour dire que il faut lui laisser la responsabilité de ses propos. D'accord. Mais je pense qu'il y a eu des crises quand même. En 2008, on a vu la crise, même crise inflationniste, ce qui a même conduit à des émeutes dans les rues d'Abidjan ici. Je crois que les gouvernants en ce temps-là, ont apporté la réponse
qui a abouti vers la fin à la réduction des prix du riz. Donc, c'est des phénomènes auxquels on fera toujours face. Et il faut apporter des réponses efficaces pour le bonheur des populations. Parlant Parce de que réponses, les qu'est-ce qu'on populations peut n'attendent apporter comme n'attendent pas nos discours, c'est du concret. Alors, C'est du concret. comme solution, on peut penser à quoi? Ben, comme solution, il faut, à mon avis, analyser d'abord les contours de la question, savoir ce qui est à l'origine des hausses brutales que nous constatons en ce moment. Et puis, bon, je pense que certains opérateurs économiques ont quand même prévenu. Quand on faisait ces annexes fiscales-là, qui sont en réalité de nouvelles taxes qui s'abattent sur certains produits, vous savez que l'économie, comment ça fonctionne? Il y a des agents économiques qui anticipent souvent sur certaines décisions. C'est-à-dire que dès qu'ils entendent qu'une denrée ou alors un produit va augmenter, ils préfèrent ne même pas attendre le jour où le produit va augmenter pour faire, lui, ses ajustements à son niveau. Et c'est l'ensemble de ces ajustements qui se font en chaîne. C'est-à-dire que quand on a une augmentation sur les produits pétroliers, vous verrez que cela va susciter des augmentations en chaîne parce que celui qui transporte le produit, il utilise du carburant. Et celui à qui il va fournir, il va donc lui faire non plus au prix habituel, mais à un prix supérieur. Celui à qui on fait au prix supérieur, lui aussi, il va dégager une marge, et ainsi de suite. Et donc là où on a augmenté le carburant, où on pensait que ça allait être seulement l'affaire de ceux qui utilisent le carburant, vous verrez que ça va être des réactions en chaîne. Donc très souvent, il faut faire quand même, faut faire attention, il faut analyser les contours de certaines situations, c'est-à-dire on peut se demander est-ce que en faisant tel ajustement sur tel produit, est-ce que ça ne va pas déclencher, parce qu'on est dans une économie où il n'y a pas assez de contrôle. On a fait l'option d'une économie libérale. Sans contrôle, et donc il y a donc ces situations qu'on pourrait appeler une sorte d'asymétrie informationnelle. Ça veut dire quoi? Que les gens gèrent l'information en fait. Ils gèrent l'information. Et donc, vous voyez, quand on prend l'exemple des bouillons, les bouillons de ce qu'on appelle Cube Magie, là, c'était dit, hein, les gens avaient l'information que ces prix allaient augmenter à partir du 1er mars. Mais est-ce que les gens ont attendu le 1er mars? Ils n'ont pas attendu le 1er mars, et puis bon, ils ont fait les augmentations. Donc, quelque part, il faut faire du contrôle aussi. D'accord, il faut faire du contrôle. Ambroise Otietier, vos solutions? Oui, dans les mesures, moi j'opterais plutôt, et je crois que le Premier ministre l'a soulevé, l'accompagnement des artistes du vivrier. Ces femmes-là font beaucoup, c'est elles qui nous nourrissent. Il est temps que le gouvernement les accompagne sérieusement en leur offrant des bennes pour l'écoulement des produits. Parce qu'elles manquent de moyens, elles ont la volonté, mais elles manquent souvent de moyens. Il faut les accompagner dans ce sens-là, leur donner aussi bien le financement que le matériel roulant, ou même les tracteurs, tout ça, les tracteurs, les engrais, tout ça, s'il faut leur faire ça à bas prix. Vraiment, il faut trouver la meilleure formule pour les accompagner efficacement, pour qu'elles puissent vraiment se mettre à l'ouvrage. D'accord. Voilà. Et puis maintenant, discuter éventuellement avec les différents fournisseurs, pour voir comment arriver à leur permettre d'écouler la marchandise à moins de coût, sans qu'eux aussi perdent. Et là, je le rejoins pour parler de l'année fiscale. Il faut les taxes là, il faut quand même, voir comment, sinon les suspendre pour le moment, pour une situation comme celle-là, on peut les suspendre. Et puis après, quand les choses reviennent à la normale, on peut, le train-train habituel peut reprendre. D'accord, c'est bien compris. Nous allons partir pour la deuxième rubrique de cette émission. Oui, rapidement. Quelque chose c'est-à-dire que en matière de consommation, ici on a un système libéral, comme je le disais tout à l'heure. Donc comme l'État ne peut pas contrôler les prix, on fait jouer la concurrence. Mais il faut que cette concurrence soit saine. Il faut les différents leviers sur lesquels on doit appuyer pour que la concurrence se joue sainement. Il faut appuyer sur ces leviers-là. Et il faut que pour un consommateur, que les produits qui sont sur le marché aient des substituts, comme pour parler comme les économistes, aient des substituts parfaits. C'est-à-dire que si j'ai la tomate Sodefel qui coûte cher, est-ce qu'il y a un substitut de cette tomate? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un remplaçant de cette tomate
qui n'est pas la tomate saut d'Eiffel, mais qui coûte moins cher que je pouvais acheter. D'accord. Voilà, ça c'est peut-être des mesures à court terme, mais il faut aussi travailler sur le long terme et aller dans le sens d'une plus grande production. Nous avons des bas-fonds, nous avons tout ce qu'il faut ici, nous avons une pluviométrie. Pourquoi on n'arrive pas à produire localement ce que nous consommons? D'accord, c'est bien compris. Là, nous allons partir pour de bon pour la deuxième rubrique de cette émission, le rétro. La semaine dernière, l'interview du président Alassane Ouattara qui a été accordée à France 24 et RFI était au centre des débats dans cette émission. Nos invités, Beta Michel, directeur de publication du journal Le Bélier, et Dao Sekou, qui est analyste politique, ont donné leur avis sur la réponse que le président Ouattara a donnée lorsqu'on lui a posé la question relativement à la présidentielle de 2025. Nous allons écouter nos invités de la semaine passée et puis on revient pour la suite de cette émission. Moi, j'ai été un peu choqué. Ouais, j'ai été très choqué d'entendre Ouattara, quelqu'un qui a basé toute sa politique d'opposant sur l'exclusion, de dire aujourd'hui que lui souhaite qu'on choisisse un plus jeune que lui, tout comme ses prédécesseurs. C'est pas à Ouattara de choisir un candidat pour les Ivoiriens. Le peuple ivoirien est suffisamment mature, il pourra choisir le candidat que la loi permettra de choisir. Donc aujourd'hui, vous voyez, quand Ouattara dit comme ça, que lui, il souhaite qu'on choisisse quelqu'un de plus jeune que ses prédécesseurs, oui. Il aurait pu s'arrêter à lui seul. Alors, qu'est-ce qui gêne ici? Non, mais ce qui est gênant, ce qui est gênant, demain, pensez-vous que si une loi est prise pour limiter la responsabilité à la tête de l'État à un certain âge, vous pensez qu'on ne verrait pas sa main dedans? Non, je pense qu'il faut restituer les propos du président dans leur juste proportion. Lorsque Ouattara parle de passer le relais à une jeune génération, d'abord, il parle de son propre camp. Il parle au sein du RHDP. Il estime qu'à 80 ans, il y a des jeunes compétents, des jeunes intellectuels dynamiques qui peuvent faire le travail. Et que lui, à son âge, il serait mieux qu'il fasse valoir ses talents ailleurs, peut-être en matière de conseiller et tout ça. Et c'est un appel, il lance également au président Bédié, au président Laurent Gbagbo, pour leur dire qu'à cet âge-là, le rôle qui leur est dévolu serait le rôle de conseiller, d'encadreur, de figure tutélaire des différents partis politiques, au lieu de s'engager dans l'arène, dans des combats politiques, il faut respecter pour prendre souvent des coups qui peuvent leur être préjudiciables. Ouattara n'a pas la volonté de passer la main. Moi, je ne crois pas. Parce que je me dis que... La présidence de la République n'a ni la chance gardée de Ouattara, mais il n'a pas la volonté de passer la main. C'est pourquoi ni la chance gardée de Gbagbo. Sinon, les mandats présidentiels, c'était 2 mandats non renouvelables. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau avec nos invités Ambroise Tietier et Sylvain Debailly pour ce numéro de l'émission La Revue des Presse en grand format. Alors, Ambroise, on vient d'écouter nos invités de la semaine passée sur la position du président Ouattara relativement à la présidentielle de 2025, où le président a dit qu'il souhaite que les Ivoiriens choisissent un candidat plus jeune que lui et puis ses prédécesseurs. Il a d'abord dit qu'il ne se voyait pas chercher du boulot à 80 ans. Voilà, je dis sans substance, c'est ce qu'il a voulu dire. C'est ce qu'il disait en substance, que ça veut dire clairement qu'il n'est pas partant pour 2025. Et dans la foulée, il conseille aussi à ses promotionnaires, Bédié et Babo, de faire comme lui, de choisir. Il dit dans son cas, il voit une demi-douzaine qui pourrait lui succéder éventuellement. Mais ça c'est... Il a le droit de dire ça au moins. Il a le droit de dire que dans son camp, il voit une demi-douzaine qui n'est plus intéressé par la fonction. Je ne vois pas pourquoi certains pensent qu'il va ruser encore. J'ai entendu Beta dire que lui pense qu'il sera encore candidat, mais il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. En 2020, il a dit qu'il ne sera pas candidat. Non, justement, j'en venais. Après, j'ai dit qu'il faut respecter les gens. On connaît pourquoi les gens font fi des circonstances qui ont gouverné sa décision d'être candidat. Mais quand on est honnête, on doit reconnaître qu'il y a eu des circonstances. Il y a eu des circonstances, notamment le décès du Premier ministre et Amadou Gon AGC. Ça, ce n'est pas un fait mineur. C'était un cas de force majeure, comme il a relevé dans son discours. La demi-douzaine de personnes auxquelles il pense, c'est maintenant que ces personnes ont émergé? Non. Quand il a eu le temps... Ces personnes n'étaient pas là en 2020 pour qu'on les choisisse? Non, ils étaient là. Tu sais bien que ces personnes-là, elles étaient là. Mais Ouattara ne les a pas choisis. Mais est-ce
on pouvait comme ça, à brûle pour point, choisir des candidats qui n'étaient pas préparés à la fonction. Là, maintenant, il a eu le temps. Quand il dit qu'il a une demi-douzaine, il faut tout entendre. Ça veut dire que certainement, ils voient en eux des potentiels successeurs. Alors que ce n'était pas le cas en 2020, quand AGC disparaissait. Donc en 2025, s'il y a encore une circonstance exceptionnelle, il sera candidat. Non, on ira de circonstance en circonstance. Non, c'est ça souvent j'appelle, ça c'est le jeu de la caricature. Oui, c'est le jeu de la caricature, ça ne peut pas marcher. Quelqu'un a dit quelque chose. Attendons 2025, jugeons-le sur pièce. Ne lui prêtons pas des intentions, ça ne fait pas sérieux. Donc vous avez vraiment l'impression que le président Ouattara va passer la main en 2025? Je n'ai pas l'impression. J'ai la certitude. La certitude? Oui, j'ai la certitude qu'il ne va pas rempiler. D'accord. J'ai la certitude parce que rien ne l'obligeait à dire ce qu'il a dit qu'à 80 ans, il ne se voit pas en train de... Il n'est pas partant. Et il a dit qu'il souhaite. Il souhaite quoi? Il souhaite que les Ivoiriens choisissent un candidat plus jeune. Oui, mais ça c'est en dehors de lui. C'est juste un souhait. Oui, c'est un souhait, mais c'est en dehors de lui. Il n'est plus partant. D'accord. Il n'est plus dans la course, il n'est plus dans le starting block. C'est bien compris. Voilà, et ça, moi, je suis prêt à parier qu'il ne sera pas candidat en 2025. D'accord. Debailly, il ne sera pas candidat aussi en 2025? Moi, je dis qu'on est dans la mystification. On est dans la mystification et comme 2025 n'est pas loin, il vaut mieux attendre 2025 pour se prononcer sur pour voir ce qui va se passer. Voilà, pour voir ce qui va se passer. Je crois pour ma part que ce qui est intéressant dans le système démocratique, ce sont les lois. Les élections sont régies par des lois et il faut s'en tenir à ces lois et ne pas faire de la mystification autour. Voilà, ne pas lire en rouge ce qui est écrit en noir. Voilà, et je pense que si le président a fait cette déclaration, bon, je la lui concède, mais comme désormais je suis un Saint Thomas, je préfère attendre 2025 pour voir si c'est cette demi-douzaine en question là qui va vraiment passer aux affaires, mais j'attends. L'un d'eux, hein, c'est pas tous les... c'est pas toute la demi-douzaine. Oui. Si dans cette demi-douzaine là, il va y avoir quelqu'un qui va émerger, mais je crois que quand on se donne les lois, ce qu'il faut faire, c'est en plus, c'est de les respecter. En 2020, ce qui s'est passé... Mais Ouattara estime qu'en 2025, il peut être candidat. Hein? Oui, c'est pas qu'il estime. Mais s'il a été déjà candidat en 2020, il peut toujours l'être en 2025. Mais quand vous parlez de respect des lois, vous faites allusion à quoi? Non, je dis que ce débat-là, il s'est passé. Hein. Il y a eu ce débat-là ici, on ne va plus le réveiller. Non, il est éculé. Voilà, on ne va plus revenir sur ce débat-là, sur le troisième mandat. Est-ce qu'il avait droit, est-ce qu'il n'avait plus droit? Dans tous les cas, il a été le plus fort, il s'est imposé. Donc, il s'est imposé? Il s'est imposé comme le plus fort. Voilà, donc on ne va plus vraiment revenir sur ce débat. On va attendre 2025 sereinement pour voir ce qui se passera. Parce que moi, dans ma logique, ce qui compte, c'est pour ceux qui sont adossés, les candidats, ceux qui sont adossés à des partis politiques. Je prends les partis politiques comme des appareils. Et dans ces appareils-là, une fois que l'appareil a choisi quelqu'un, je crois que le travail peut se faire, que ce soit même le plus effacé même du groupe. Une fois qu'on le met, qu'on a porté son choix sur lui, le parti peut faire le travail, il peut faire le reste du travail. Donc on n'a pas à dire que bon, quelqu'un n'est pas préparé, bon, quelqu'un est préparé. C'est le parti qui décide. C'est le parti qui décide et qui décide qui va défendre ses couleurs, etc. Donc, il faut attendre 2000. Mais en même temps, mon cher Khalil, celui qui exerce la fonction présidentielle n'a pas aussi à désigner de qui va lui succéder, de comment il va partir et d'avoir une décision sur ce qui va être de ses adversaires. Non, je crois que c'est la démocratie qui doit jouer en toutes choses. C'est la démocratie qui doit jouer. Alors, Ambroise, jusqu'à présent, on n'a pas une position claire du président Ouattara. Pourquoi jusqu'à présent il ne donne pas clairement sa position? Il n'affirme pas devant la nation, devant le monde entier qu'en 2025, je ne serai pas candidat. Toujours, je souhaite. Mais est-ce qu'il faut... Un double langage à tout moment. Non, ce n'est pas un double langage. Est-ce qu'il y a urgence?
Il a été élu en 2020. On est en 2022, à l'orée de 2022. Et déjà, certains s'impatientent de ce qu'il ne déclare pas. Mais pourquoi? Il n'y a pas d'urgence. Il a jusqu'en 2025 pour se prononcer là-dessus. Et bien, moi, j'estime que ce qu'il a dit là, ça vaut déclaration. Mais pourquoi vous ne lui donnez pas le bénéfice, vous ne lui accordez pas le bénéfice? En 2020, il a fait une déclaration par... Mais attends. Mais alors, il faut qu'il soit clair sur ce qu'il veut exactement. Pour qu'on puisse le suivre tous. Il faut qu'il soit clair. Mais il est assez clair. Quand quelqu'un dit en 2025... Non, non, c'est pas alambiqué. C'est pas alambiqué. Le français, c'est une langue, elle est assez élastique pour dire les mêmes choses différemment. Voilà, pour dire les mêmes choses différemment. Et je crois que ce qu'il a dit, ça vaut déclaration qu'il renonce à la présidence en 2025. C'est clair, quand il dit à 80 ans, il ne se voit pas en train de chercher du travail. Oui, mais à 80 ans aussi, il se voit en train de préserver son poste, même si on n'est pas à la recherche d'un travail. C'est comme ça que tu lis la chose. Mais il est responsable de ce qu'il dit, pas responsable de ta compréhension. Voilà. Donc, attendons 2025. C'est pourquoi je dis il faut attendre 2025, parce que ce n'est d'ailleurs pas la dernière phrase du président, parce qu'avant ça, il a tenu aussi d'autres discours qui peuvent être interprétés aussi autrement, qui ne sont même pas similaires à ce qu'il vient de dire. Quand vous dites ça, vous occultez un paramètre très important. Lequel? L'âge, le corps humain. On n'a jamais que l'âge de ses artères. Voilà. Même si tu as 80 ans que tu veux te faire paraître comme quelqu'un qui a 60 ans, mais tes artères vont te rattraper, vont te trahir. Et quand il aura 80 ans, il aura 80 ans, ses artères auront 80 ans. Il va fonctionner comme quelqu'un de 80 ans. Donc, il faut en tenir compte aussi dans l'analyse. Il faut en tenir compte dans l'analyse. Est-ce que Ouattara en tient compte vraiment? Mais il en tient compte. Après, il dit à 80 ans, il ne sera plus partant pour la présidence. Quand il dit qu'il a une demi-douzaine, c'est suffisamment clair. C'est un complément, je dirais un complément d'objet direct qui indique son intention de partir de la présidence. D'accord, Voilà. c'est bien compris. C'est assez clair. Ne lui faites pas dire ce qu'il n'a pas dit, tenez-vous-en à ce qu'il a dit. D'accord, voilà. Comme Debaï l'a dit, on attend 2025 de toute façon. Mais moi, je suis confiant qu'en 2025, il ne sera pas là. Il va désigner l'un de les 6 là. Et si en 2025, non, mais moi je pense que la question ne se résume pas à ce qu'il ne sera pas là où il sera là. Il y a la loi. La loi, est-ce que la loi lui permettra de se présenter ou de ne pas se présenter? Mais la loi lui permettra. Pour le moment, la loi lui permet. Ça, c'est déjà... La loi lui permet. Donc, à ce niveau-là, si la loi lui permet de se représenter, qu'est-ce qu'il a à dire que j'ai une demi-douzaine ou bien... Oui, c'est parce qu'il n'est plus partant. Pour le moment, la loi lui permet. À moins que... S'il a fait la limite mandat de l'âge, là, on pourra dire il dit lui-même qu'il est au premier mandat de la 3e République. Oui, mais c'est le même qui dit qu'il n'est plus intéressé. Il peut faire un deuxième mandat. Tu dis qu'il n'est plus intéressé. Alors, si en 2025... Implicitement. En 2025, si vous voyez Ouattara candidat, vous allez penser quoi de lui? Mais n'allons pas vite en besogne. En 2025, il ne le sera pas. Et s'il est Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Et s'il est candidat? En ce moment-là, ma religion sera faite. Mais vous savez, cher Ambroise, Tietty, n'oubliez pas que Ouattara appartient à un appareil, donc sa décision ne lui appartient pas forcément. Oui, voilà, il appartient à un parti politique qui décide en dernier ressort. C'est lui. En 2020, il avait déjà prononcé son retrait de la vie politique, quand ce que vous appelez circonstances exceptionnelles n'ont remplacé... La mort de quelqu'un, ce n'est pas une circonstance... quelqu'un qui a été désigné déjà pour assurer une fonction qui meurt brusquement. Force majeure aussi. Oui, c'est un cas de force majeure. C'est pas un cas de force majeure. C'est tout comme. Il y avait la loi, c'est pas. Cela aussi n'est pas inscrit dans la loi que quand il y a une circonstance exceptionnelle ou bien quand il y a un cas de force majeure, celui qui est là rempile. Ça n'est pas écrit dans la loi aussi non plus. Mais c'est les hommes qui font la loi. Alors, monsieur, on va... C'est pas encore le contraire. On va attaquer la troisième rubrique de cette émission. Pas continuer. Il s'agit bien sûr, a passé la main à quelqu'un d'autre dans son parti. Du Focus Média où nous allons parler du retrait de la force Barkhane du Mali et puis de la guerre en Ukraine. On va partir d'abord pour le premier sujet de cette partie, le retrait de la force Barkhane du Mali.
Le président, sinon la France a décidé de retirer la force Barkhane du Mali. Cette force a été présente sur le sol malien depuis 2013. Selon Emmanuel Macron, le président français, ce retrait se fera sur une période de 4 à 6 mois. Pour les autorités maliennes, pas question, cela doit se faire sans délai. Ambroise. D'abord, en 2013, c'était Serval qui devient Barkhane en 2014. Mais quand j'ai entendu la dernière fois le Premier ministre Choguel Maïga dire que la France n'a rien apporté au Mali pendant cette période-là, de 2014 à maintenant, mais il faut respecter, et je le répète, il faut respecter les gens. On est tous contemporains de cette affaire-là, de cette histoire. On a tous suivi ce qui s'est passé au Mali. Où Kidal, Gao et Tombouctou étaient aux mains des djihadistes. Il a fallu l'interposition de la force Barkhane pour les chasser de ces villes-là. Et on se rappelle, tous ces fous de Dieu là, on se rappelle, Tombouctou était classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Comment ils ont détruit les mausolées, ça a été un saccage, pas possible. Il a fallu cette force-là pour les chasser de ces villes-là, de ces villes importantes du Mali. Donc aujourd'hui, il ne peut pas passer tout ça par perte et profit parce qu'il ne serait pas content de la France par rapport à X raisons. Moi, il ne faut pas avoir la mémoire sélective ni courte. La France a été pour beaucoup dans le combat contre les djihadistes. Même si, par ailleurs, ils n'ont pas eu les résultats escomptés. Parce que c'est de ça qu'il s'agit in fine. Ils n'ont pas eu les résultats escomptés, on peut parler d'échec en ce moment. Non, il n'y a pas eu, on peut parler, c'est en demi-teinte. C'est en demi-teinte parce que les djihadistes aussi sont armés. Ils sont armés, ils ont des financements, ils sont lourdement armés. Ils ne viennent pas avec des machettes, des armes blanches. Ils viennent avec des roquettes, des lance-roquettes, des AK-47, tout ça, les vraies armes. Donc, et la France a permis à l'armée malienne de contenir tout ça. Sur la même manière, était en déroute. On a tous suivi ça, la même manière était en déroute. D'accord. Alors, Debaï, quel est le commentaire que vous inspire cette situation, ce retrait de la force Barkhane du Mali? Est-ce que vous partagez la même position que Ambroise, qui estime que cette force a quand même apporté beaucoup au Mali? Oui, c'est un angle d'analyse. C'est un angle d'analyse. On peut faire le bilan de la présence de Barkhane durant tout ce temps-là. Mais je me dis que c'est une situation qui est arrivée, mais que de toutes les façons, l'armée française n'avait pas vocation à s'installer éternellement au Mali. Ouais. Il arriverait donc à un moment où les deux pays, cette armée-là dirait au revoir au territoire malien. Est-ce que c'était le moment de partir? Non, malheureusement, cela arrive dans une situation où ce départ-là n'était pas prévu, en tout cas pas à court terme. Pas à court terme. Peut-être que... Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des circonstances politiques, je dirais. Il y a eu un changement de régime et il y a donc eu un changement de contexte. Et donc la force Barkhane qui quitte le Mali, mais avec un pincement au cœur, comme l'a dit Ambroise, s'il y a eu des résultats, mais il reste quand même que ces résultats étaient quelque part mitigés, parce que aujourd'hui, le Mali est un pays indépendant. Le Mali est un pays indépendant. Il lui appartenait quand même d'assurer ou alors d'assumer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire, ce qui n'était plus depuis un bon moment. Donc, comme ça se dit souvent du côté de Paris, on est venu apporter la paix, on est venu aussi apporter de la formation à ces armées qui sont assistées là, pour pouvoir combattre l'ennemi. Donc aujourd'hui, si les Maliens, si l'État malien pense qu'il est à même de défendre son territoire, sans l'apport de la France, bon, je pense que c'est en toute responsabilité qu'ils devront assumer cela, Mais c'est des situations en même temps qui doivent se gérer, non pas sur les émotions, mais quelque part sur du réalisme. Quelle est la capacité de réaction aujourd'hui? Quelle est la capacité d'action également de l'armée malienne? Est-ce que Barkhane qui s'en va ne va pas jouer en retour contre l'armée malienne et tout ça? Bon, il y a bien des questions qu'on se pose. Mais de toutes les façons, et je le redis encore, un jour ou l'autre, Barkhane s'en irait, et Barkhane s'en est allé
malheureusement dans ces situations. Alors, Barkhane s'en est allé. Ambroise, quel avenir pour cette force désormais? Non, Barkhane s'est simplement retiré du Mali, mais elle reste dans le Sahel. Le Sahel que les djihadistes veulent sanctuariser. Donc, il n'y a pas le feu, on peut le dire. Il n'y a pas le feu. Barkhane s'est simplement retiré du Mali pour laisser le Mali aux Maliens, comme il le souhaite d'ailleurs. Et Barkhane est toujours dans le Sahel. Barkhane au Niger, au Tchad, tout ça, là, Barkhane est là, qui donne un coup de main aux armées nationales de ces différents pays. La lutte contre le djihadisme, c'est une lutte qui commande que toutes les armées africaines mutualisent leurs efforts avec l'assistance et le soutien des forces françaises et des forces partenaires amies. Donc, Barkhane s'est retiré simplement du Mali, puisque le péril djihadiste, il est toujours présent dans le Sahel. Barkhane est dans le Sahel. Et le président Emmanuel Macron l'a souligné d'ailleurs, que Barkhane reste au Sahel, où il va continuer sa mission de pacification, de formation aussi des différentes armées. Moi, je voulais revenir d'un mot sur le retrait de Barkhane. Et comme il a dit, elle n'avait pas vocation à rester au Mali, ça c'est clair. Mais moi, je déplore la manière. Cette manière qui tourne à l'humiliation de la France et de la force Barkhane. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire qu'on en vienne à cette situation où on leur demande de partir sans délai? Mais est-ce que cela ne s'est pas passé comme ça? C'est un ensemble d'événements, des situations qui ont finalement abouti à cette décision des autorités maliennes. N'oubliez pas que la décision de la CEDEAO est passée par là. N'oubliez pas que... Si tu veux qu'on revienne sur la décision de la CEDEAO, mais tensions diplomatiques et tout ça. Oui, mais est-ce que c'est la meilleure manière de demander à quelqu'un qui était censé être un ami par le passé, de quitter son territoire sans délai? Si ce sont les frustrations d'un côté comme de l'autre, il y a eu des frustrations. Oui, il y a eu aussi... Faut-il en rajouter? Faut-il en rajouter? On parle d'humiliation. Faut-il en rajouter? Les autorités françaises aussi ont quelque part tenté d'humilier aussi les autorités maliennes. Ce qui ne doit pas se faire dans les relations diplomatiques. Oui, justement, mais je le déplore d'un côté comme de l'autre. Alors, messieurs, nous sommes pris par le temps. Nous allons partir rapidement pour le dernier sujet qui est relatif à la situation en Ukraine. On le sait, le président russe Vladimir Poutine a annoncé lors d'un discours jeudi 24 février 2022 une opération militaire en Ukraine pour défendre les séparatistes de l'Est du pays. Peu après, des explosions ont été entendues à Kiev et dans plusieurs villes ukrainiennes. Le vendredi 25 février 2022, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié un décret appelant à la mobilisation générale face aux événements en cours dans son pays. On parle déjà de plus de 100 000 déplacés actuellement. Alors, plus de 130 morts. Voilà. Comment on peut comprendre cette situation? C'est une situation d'abord malheureuse qui m'attriste moi personnellement, parce que je suis foncièrement pacifiste. Je pensais que le président Poutine, c'est pourquoi que je connaisse un peu le personnage, qui est un peu fougueux, qui est un peu comment dire, brutal. Vous pensez qu'il allait plus loin? Il allait trop loin? Il allait trop loin, justement. Il allait trop loin. Je pensais à des effets de manche quand il menaçait, mais aller attaquer comme ça, je crois qu'il a attaqué déjà plus de 10 villes. On parle de plus de 130 morts. 130 morts. Et ça, c'est comme, comment dire, ils sont 150 000, l'armée ukrainienne, 150 000, 200 000, oui. Ouais, 150 000, 200 dans cet ordre de grandeur-là, contre l'armée qui est la deuxième plus grande puissance militaire. C'est comme prendre un marteau contre une abeille. Tu vois, c'est tellement disproportionné que ça en est gênant, que ça en est révoltant même, je peux dire. Il aurait pu, c'est vrai, il a ses raisons quand il ne veut pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, parce qu'il estime que l'OTAN va l'espionner, il ne peut pas avoir une force ennemie à sa porte. Diplomatiquement, ça peut se défendre. Mais on ne peut pas en arriver à détruire des vies comme ça. Je crois qu'on en revient là carrément à la guerre froide. On en revient à la guerre froide, à la bipolarisation du monde. Mais c'est malheureux, il faut le déplorer. Il n'avait pas à en arriver à cette extrémité-là. Ce n'était pas nécessaire. La voie diplomatique était encore toujours explorable. Elle était toujours encore explorable. D'autant que toutes les forces étaient... Aussi, il y avait la Chine qui était là, qui joue un peu les arbitres. Il y a la France, les États-Unis, qui étaient prêts à discuter avec lui toujours. Mais il a employé la manière forte.
Je pensais qu'il allait se contenter seulement de taper du poing sur la table. Mais carrément, il est en train de détruire les gens là-bas. Mais c'est inacceptable. Il parle de démilitarisation de l'Ukraine. Il veut carrément démilitariser l'Ukraine. Et là, il va en arriver à remettre encore l'Ukraine. En tout cas, il a un vrai problème. Il veut remettre en place l'URSS. Il veut rebâtir l'URSS. Il est dans cette logique-là. Il est très nostalgique du passé. D'accord. Et il veut rebâtir l'URSS. Mais c'est un combat perdu d'avance, ça je peux le dire. Parce que le monde évolue. C'est vrai, il va les attaquer, il va tuer certaines personnes, il va tuer beaucoup de personnes. Mais la finalité, peut-être il va réannexer l'Ukraine. Mais l'Ukraine ne peut pas rester indéfiniment au sein de l'URSS. D'accord, c'est bien compris. C'est de l'URSS, de la Russie. De la Russie. Voilà, on a compris votre analyse. Débailly, comment vous analysez la situation en Ukraine? Non, il y a ce côté émotionnel et ce côté émotif également. Au XXIe siècle, ce genre de guerre qui fait encore beaucoup de morts, avec ces images qui nous parviennent d'ici, à Abidjan où nous sommes très loin. Très loin du théâtre des opérations. Ouais. Mais grâce aux médias, grâce à Internet et tout ça, on voit ces images, en tout cas, qui frisent quand même la pitié, l'humiliation quelque part. Alors que tout avait été mis en œuvre, tout avait été mis en place pour ne pas que le monde connaisse telle horreur. En tout cas, aujourd'hui, en 2022, quand je dis que tout avait été mis en place, je parle de 1945, parce que bien évidemment nous sommes dans le monde d'après 1945, nous sommes dans le monde d'après guerre froide, et donc il y a eu ce qu'il y a eu, ces grandes institutions mondiales, l'ONU et tout ça, et qu'on soit de l'Est ou de l'Ouest, les gens s'étaient franchement accordés pour ne pas que ces choses arrive. Alors rapidement, nous sommes pris par le temps. En 30 secondes, quelles conséquences pour l'Afrique? Oui, je le disais tout à l'heure que nous sommes dans le monde d'après 1960, c'est-à-dire d'après la guerre froide, et nous sommes aussi dans le monde de l'après chute du mur de Berlin, c'est-à-dire donc aujourd'hui les valeurs qui étaient celles d'hier ne sont plus les valeurs d'aujourd'hui, ces valeurs ne sont plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les valeurs de la démocratie qui sont prônées, c'est les valeurs de la liberté, les valeurs de l'indépendance. Donc, vu d'Afrique, vous verrez qu'il y a très peu de réactions. C'est vrai que cette guerre engage un grand, qui est la Russie, puissance militaire, puissance économique aussi, il ne faut pas l'oublier, et qui est en train de s'étendre aussi, de s'intéresser aussi un peu à l'Afrique. C'est vrai que le mouvement n'a pas encore une grande ampleur. Donc vous verrez des chefs d'État qui verront ce spectacle mais qui ne diront pas grand-chose. Et l'Afrique également qui ne dira pas grand-chose parce que elle veut aussi compter, elle veut voudra peut-être jouer les arbitres. Mais cette guerre-là, ce ne sera plus comme en 1945 où on va aller s'aligner peut-être derrière un allié. Et je pense que la voie diplomatique, après tout, devra triompher. D'accord. Peut-être qu'elle peut partir de l'Afrique même, d'ailleurs. Quelles conséquences pour l'Afrique, rapidement? Oui, mais on est aujourd'hui à une ère où toutes les économies s'interpénètrent, où on a une compénétration des économies. Donc, il est évident que ça aura des répercussions, mais elles ne seront pas aussi grandes qu'on peut le craindre. Déjà, j'apprends que plus de 1500 étudiants tunisiens sont bloqués en Ukraine, qui étaient en Kiev, qui étaient allés étudier en Kiev, sont bloqués là-bas. Ça aussi, c'est une conséquence pour l'Afrique qui n'est pas heureuse. Mais cela dit, je partage entièrement l'analyse de mon frère Débailly sur ce point-là. L'Afrique va peut-être compter, mais à la marge. À la marge, c'est vrai. La Russie s'intéresse à nous aujourd'hui, aux pays africains, parce qu'elle veut vivre. Parce qu'elle sait que l'avenir du monde, comme on dit, c'est l'Afrique. L'Afrique qui regarde de toutes les matières premières, de toutes les richesses imaginables. Donc, tous les grands se rabattent sur l'Afrique et la Russie est dans le mouvement. Donc, forcément, ça aura des retombées, mais elles ne seront pas sismiques. Voilà, et nous pensons même que l'Afrique doit agir, doit même mettre la pression sur ses alliés européens. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a plus
d'alliés en Europe, quand on parle de l'Europe occidentale, que du côté de l'Est. Et donc, c'est sur ces leviers-là qu'il faut agir pour pouvoir arrêter le plus tôt possible cette guerre-là, qui ne fera que vraiment beaucoup de dégâts. D'accord. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Nous étions dans ce studio avec Ambroise Tiettier, journaliste, analyste politique. Merci d'être venu pour nous aider à décrypter tous ces sujets. Sylvain Debailly, journaliste pour le site connexioivoirienne.net. Merci d'être venu également pour nous aider à décrypter tous ces sujets. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Et puis, bonne suite de nos programmes sur l'ensemble de nos plateformes de diffusion. À très bientôt. Au revoir. Merci.